Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important quand on commence la peinture à l'huile. Ça fait écho à mon expérience en tant que professeur et ce que j'ai pu voir dans les ateliers. Je vais essayer de faire une sorte de petite compilation des 5 erreurs les plus courantes quand on commence la peinture à l'huile. Je pense qu'il y a un ensemble de petites erreurs comme ça qu'on fait tous un peu au début, parce qu'on croit bien faire ou parce qu'on croit, on croit que ça sera plus rapide comme ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'en voulant gagner du temps ou en voulant bien faire, sans savoir, en fait, on part sur de mauvaises bases. Donc là, j'aimerais vraiment vous parler de 5 erreurs les plus courantes. Là, j'aimerais vous parler d'un sujet auquel il faut faire attention quand on commence la peinture. C'est la question du fond. Et je vous le dis tout de suite, d'après mon expérience, il faut vraiment éviter de peindre sur fond blanc. Vous voyez, ça c'est un fond blanc classique. C'est le fond auquel on a accès quand on achète directement dans le magasin. Ça c'est une toile que j'ai achetée, une Cache-Taker qui est très qualitative, hein, très pratique. Alors je vous le déconseille pour débuter, hein. On débute pas sur ça, on débute plutôt sur du carton gris. Mais vous voyez par exemple, moi, pour commencer, je prends un carton gris comme ça qui est blanc ou gris. Ce que je fais, c'est que je pose directement un fond dessus, recto verso d'ailleurs. Parce que si on pose un fond uniquement d'un côté, après ça va avoir tendance à faire bomber le carton. Et tout ça pour vous dire que il faut jamais travailler sur un fond blanc. Ça donne un rendu un peu amateur parce que ça montre que la personne qui peint sur le support blanc ne s'est pas posé la question du fond et qu'elle a pris pour acquis le fait que le fond était prêt, alors qu'en fait non, le fond n'est jamais prêt. Même un fond que vous achetez dans le commerce, voilà, genre une toile comme ça qui est très très bien déjà. Moi ça me va pas, ça ne me va pas, donc je sais que je vais toujours mettre un enduit dessus. Vous voyez, par exemple là, j'ai beaucoup d'exemples, hein. Donc ça c'est un petit, voilà, c'est la même chose en petit, en 18-24. Et voilà, vous voyez, ça ce sont les écoulements du fond que j'ai posé. Et moi je travaille en ce moment pas mal avec ce type de fond un peu gris, un gris chaud, on va dire, terre chaud un peu. Voilà, et après vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme format, mais la question c'est d'avoir un bon support, un beau support. C'est-à-dire que là c'est un support qui va vraiment, sur lequel la peinture va vraiment bien accrocher. Et surtout, il n'y a plus de blanc, c'est fini le blanc en fait. Parce que le problème du blanc, c'est que ça va apporter une sorte de source de lumière supplémentaire qui va induire en erreur le rendu final. C'est-à-dire que vous allez voir vos touches de couleurs qui vont se juxtaposer. Et souvent, entre les touches de couleurs, on a toujours un peu du fond qui ressort. Sauf quand on s'acharne trop. Et là, on va voir une constellation de blanc en fait qui va ressortir, alors que ce blanc n'existe pas. Ce blanc n'existe pas dans la réalité. Quand vous regardez un paysage, quand vous regardez une nature morte, il n'y a pas un fond blanc derrière les choses qu'on voit. C'est un truc un peu mental, quoi. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'en peinture, il n'y a pas de blanc comme ça. Sauf si on part sur de l'abstrait, oui, ou si on part sur une composition, une nature morte qui est faite avec des blancs, ouais, ça peut exister. Hein. Mais c'est quand même pas la majorité des sujets qu'on peint. Sauf si vous allez peindre en Antarctique ou bon. Et encore, ce serait pas du blanc, ce serait pas le blanc comme on a sur le fond. C'est toujours un blanc qui est retravaillé. C'est toujours un blanc qui est teinté, on va dire. Le blanc pur comme ça, je pense que ça n'existe pas trop en peinture, je crois. Ouais. Donc voilà, ça c'était la première erreur. Il faut vraiment se dire que le fond qu'on a, tel qu'on l'achète dans le magasin, c'est pas le bon. Il faut le retravailler pour donner une teinte. Il faut donner une teinte générale. Vous voyez, ça c'est une peinture que j'ai faite il y a plusieurs années, mais moi j'avais mis un fond rouge derrière. Et en fait, ce fond rouge, on voit si on fait attention, il ressort à de nombreux endroits en fait. Et ça permet, à mon avis, ça permet de pouvoir garder une peinture assez vivante, assez instinctive en quelque sorte, et de ne pas avoir besoin de s'acharner à venir combler tous les trous, boucher tous les trous, parce que derrière on a un fond blanc qui gêne et qui change la lumière. Non, c'est pas ça. Voilà, moi je vous dis, il faut jamais peindre sur fond blanc, toujours préparé. Vous faites un fond, ça peut être un fond rouge comme ça, terre
terre de Sienne ou terre ocre rouge, qui est très intéressant. Là, je suis parti sur une série plus, on va dire, un peu dans une sorte de teinte différente, un peu grise violacée un petit peu là, mais c'est parce que je voulais essayer un autre type de fond. En fait, on peut teinter de différentes couleurs le fond. Et il faut savoir que les grands maîtres, les grands peintres peignaient toujours sur des fonds. Si vous regardez les toiles de Velázquez, à ma connaissance, ils ne peignaient jamais sur un fond blanc. C'était toujours un fond teinté. Chardin aussi, il peignait sur des fonds teintés. Toute la grande peinture qui fait partie de l'histoire de l'art, dans des classiques, se fait sur des fonds teintés. Et après, vous pouvez adapter cette teinte, vous pouvez l'adapter à vos besoins. Donc le fond, c'est quelque chose qu'il faut penser, qu'il faut réfléchir avant d'attaquer la peinture. Donc c'est intéressant, hein, c'est un sujet qui est super intéressant. Il ne faut pas croire que c'est comme, comment dire, c'est différent de l'écriture par exemple. L'écriture, on part en théorie de la page blanche. Alors je ne suis pas un spécialiste, hein, je ne suis pas écrivain, mais voilà, j'imagine qu'on part de la page blanche et on a ce rapport un peu pur au support qui est immaculé, on va dire. Et en peinture, c'est pas comme ça. En peinture, vous prenez votre support et il faut le retravailler d'abord. Il faut déjà salir, entre guillemets, ce support. Il faut l'enduire, il faut le préparer. Pour des raisons techniques aussi, c'est-à-dire pour des raisons physiques. Parce que quand vous prenez un carton gris comme ça, déjà, vous allez comprendre que si vous peignez directement dessus, la peinture va mal tenir et en plus, le carton va boire toute la substance de la peinture. Donc ça va être. Mais si vous l'enduisez, vous allez pouvoir faire en sorte que la peinture adhère bien au support. Et c'est valable pour la toile, hein. C'est valable pour la toile, parce que, bon là c'est un peu des exemples faciles, parce que ce sont des toiles qui sont prétendues, pré-enduites et tout ça, donc là j'ai juste passé un enduit, on va dire, simple. Quand vous achetez la toile en rouleau, vous avez aussi accès à de la toile vierge, entre guillemets, et c'est comme un tissu en fait, c'est comme une sorte de tissu. Et si vous peignez sur cette toile pure comme ça, sur ce tissu, je pense que ça va très mal se passer au niveau du vieillissement de la peinture. L'huile va être bue complètement. Enfin, ça va être c'est une sorte de catastrophe. Et je pense que le fait de préparer la toile, même quand on part à partir d'une toile vraiment vierge, ça demande beaucoup de travail. Il faut passer beaucoup de couches en fait. Là, sur une toile déjà prête comme ça, j'ai dû passer déjà 4-5 couches, je pense, pour être sûr d'avoir un beau support uniforme. Mais quand vous partez d'une toile qui est sous la forme de tissu, vraiment, il faut passer des pré-couches. Déjà, il faut passer au moins, je sais pas, 5-6 pré-couches, après une dizaine de couches. Ouais, voilà, c'est tout un travail. Donc vraiment, le support, c'est hyper important. Donc, ne peignez jamais sur du fond blanc. En fait, préparer son fond, c'est vraiment préparer le cadre de l'action. On prépare le cadre dans lequel va se jouer l'action de peindre. Au sujet de la préparation du fond, je vous conseille de regarder ce que dit Harold Speed dans son livre sur les techniques de peinture. Parce qu'il dit que voilà, la nature n'est jamais blanche, et, il faut toujours travailler sur un fond composé de teintes moyennes. Alors l'erreur numéro 2 que je vois souvent, même sur des tutos sur internet, c'est prélever sa peinture sur la palette sans spatule, avec le pinceau directement. Ça, c'est une erreur courante que je vois même sur des vidéos sur internet. Et je dois dire que, oui, effectivement, ça donne l'impression d'aller très vite. Souvent, quand on voit la personne faire comme ça, on voit qu'elle voilà, elle prend une petite touche de peinture, tac, 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 sur sa palette. Ça a l'air d'aller très vite. Le problème, c'est que ça mélange tout. Si vous faites attention, vous allez voir que le pinceau va commencer à mélanger tous les petits tas de peinture qui étaient à l'origine purs, les pigments purs, sortis directement du tube, vont commencer à se mélanger un petit peu les uns les autres. Et vous perdez en précision. Franchement, vous perdez en précision. Donc on croit gagner en vitesse d'exécution et en fait on perd beaucoup de précision et pour moi c'est un peu amateur de procéder comme ça. Je pense qu'il faut vraiment utiliser la spatule pour faire ces mélanges. Quand je dis ça, moi je parle pas de mélanger la peinture avec la spatule parce que moi je fais pas comme ça. On peut le faire, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi je mélange directement, enfin je mélange avec le pinceau. Mais je mélange de la peinture que j'ai prélevée au préalable avec cet instrument-là, cette spatule. Parce que ça me permet de garder les autres tas de peinture purs, 100% propres. Puisque je prélève un petit morceau de peinture là, je le pose à côté, j'essuie ma spatule, je prélève
l'autre peinture, je pose à côté, j'essuie. Donc la spatule est toujours propre et du coup les tas de peinture, les tas de pigments sortis du tube sont purs. Ça paraît rien comme ça, mais vous verrez que vous gagnerez beaucoup de temps et beaucoup de précision dans vos mélanges en utilisant cette astuce-là. Et je pense que ça traduit un petit peu une volonté d'aller vite et une impatience de voir le résultat monter comme ça sur la peinture. Et le problème, c'est que ça donne un résultat qui est plutôt brouillon, je trouve. Il faut faire attention de ne pas mélanger les couleurs de manière involontaire. Et ce sujet me fait penser aussi que c'est important de bien organiser ses couleurs sur la palette, parce que, à mon avis, si on est clair sur la palette, on est clair dans la tête. On est clair sur ce qu'on veut faire. Donc il faut vraiment considérer la palette comme un espace de travail très précis. C'est un peu comme un petit plan, quoi. C'est comme un plan d'appartement, je sais pas comment dire, mais sur ce plan, on va organiser des zones avec des fonctions différentes. Et donc on va avoir des zones avec, par exemple, des couleurs claires. D'un côté, on va mettre un petit peu tout ce qui est tous les blancs et tous les jaunes, même parfois certains rouges très clairs. Bon, voilà, des terres, des couleurs terre, ocre, claires. Et après, on va aller plutôt vers les foncés, où on peut aussi organiser, par exemple, les blancs, les jaunes d'un côté, les rouges ensemble, les bleus ensemble. Enfin, il faut se donner une méthode et toujours faire la même chose, comme ça va beaucoup plus vite. Et toujours utiliser la spatule pour prélever les peintures à mélanger. En fait, pour la petite histoire, il faut savoir que Vermeer était très précis sur ses mélanges et il tenait vraiment pas à ce que les pigments se mélangent entre eux par erreur. Donc il était très maniaque sur ça, sur le fait de faire des mélanges précis et contrôlés. Et en fait, je vous conseille de regarder ce que dit aussi Harold Speed sur le sujet. Lui, il parle de muddy mixtures. Donc il parle, c'est comme si la personne qui mélange tout commence à créer des textures boueuses en fait, comme de la boue. Parce qu'au bout d'un moment, tout se mélange. Et je sais pas si vous avez essayé, mais quand vous mélangez trop de couleurs ensemble, on tend vers une sorte de gris ou une sorte de couleur terre, couleur boue. Et c'est pas très flatteur, ouais. Donc il faut faire attention vraiment de garder les pigments purs sur la palette. Erreur numéro 3, peindre sans médium. Ouais, ça c'est un problème. Moi je dis toujours qu'il faut jamais utiliser la peinture directement sortie du tube, parce que en fait, on ne sait pas vraiment dans quel état elle est à l'intérieur. Elle peut être très huileuse, donc ça va être un problème. Elle va être très huileuse, ou au contraire, elle va être sèche, un peu sèche. Et elle va mal adhérer au support. Enfin, et en plus, le temps de séchage est vraiment c'est très long et très compliqué. L'emploi d'un médium n'est pas une option. Il faut vraiment choisir un médium, celui qui vous convient le mieux, d'un point de vue du temps de séchage, par exemple. En fait, le médium est un levier de contrôle qui vous permet de gérer les aspects les plus importants de la peinture, en fait. Le temps de séchage, l'opacité, la texture. Donc, si vous n'avez pas ce contrôle-là, vous contrôlez rien, en fait. Vous allez juste badigeonner un support avec une peinture épaisse qui sort d'un tube. Et en plus, vous allez consommer énormément de peinture. Parce que le fait de mélanger avec un médium, ça permet quand même de réduire énormément la consommation de peinture. Oui, donc je vois parfois des gens qui travaillent avec des solvants. Moi, je travaille pas avec des solvants, hein. La seule exception que je fais, c'est dans un mélange qui contient un solvant, qui est l'essence de térébenthine, mais parce que elle est additionnée avec du vernis d'amarre et avec de l'huile de lin. Mais je peins pas avec de l'essence de térébenthine toute seule. Enfin, tout ce genre de... Le fait de peindre avec des solvants comme ça, moi, personnellement, je déconseille. Moi, je fais pas. Je pense qu'il faut partir vraiment avec un médium. Médium à l'œuf, ou médium à liquide, ou un mélange, voilà, comme je viens de dire, vernis d'amarre, huile de lin, essence de térébenthine, ce genre de choses-là, mais en tout cas, partez avec un médium, c'est primordial. Concernant le sujet du médium, je vous conseille de regarder ce que faisaient Titien, Rubens ou Léonard de Vinci, qui apportaient une attention toute particulière à la qualité de leur vernis et surtout la finesse des couches qu'ils appliquaient. Avec le célèbre sfumato de Léonard de Vinci,
Et tout ça pour vous dire que l'emploi d'un médium vous donnera du contrôle. C'est pas une punition, hein, vraiment. Je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui se sentent plus libres en se disant allez, moi je m'en fous, je vais peindre avec la peinture sortie du tube parce que comme on m'a dit de pas le faire, je vais le faire, je vais m'amuser et tout. Et vous allez voir que il y a une chimie derrière, il y a un résultat chimique qui fait que ça marche pas. Vous n'aurez aucun contrôle sur l'opacité, ça va être un gros pâté, et surtout sur le temps de séchage. Si vous mettez la peinture directement sortie du tube, ça va prendre des semaines à sécher, hein. C'est ingérable, hein, comme truc. Moi je vous conseille vraiment, choisissez un médium, celui qui vous va le mieux, et comme ça vous pourrez contrôler l'opacité, la texture, le temps de séchage, la transparence, vous pourrez tout gérer en fait, grâce au médium. Erreur numéro 4. L'emploi de pinceaux abîmés ou inadaptés. Alors ça c'est un problème assez récurrent, parce que je crois que ça touche aussi il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension un peu portefeuille, on va dire, parce que c'est vrai qu'un pinceau, ça peut vite coûter dans les 8, 10 euros, 12 euros, plus, ça dépend de la taille et tout. Et en plus, il faut savoir qu'il y a différentes qualités de pinceaux. Il y a des pinceaux pour l'aquarelle, il y a des pinceaux pour l'acrylique, pour la peinture à l'huile, pour le lavis, l'encre de Chine. Je pense qu'il vaut mieux investir un tout petit peu dans peu de pinceaux. C'est pas la peine d'acheter 40 pinceaux de toutes les tailles et toutes les formes. Choisissez plutôt une forme qui vous correspond, langue de chat, brosse plate. Bon. Moi je conseille plutôt langue de chat. Et prenez-vous 3-4 tailles, pas plus, 3-4 tailles. Une taille 1, tout petit, vraiment pour les petits détails et tout, là, donc un pinceau tout petit, 2-3 intermédiaires, 6, 8, 10, et après peut-être une un peu plus brosse, un peu plus grande pour faire les fonds, enfin pour faire des ciels un peu plus rapides, voilà, quand on fait des ciels un peu plus rapides, c'est bien d'avoir une brosse un peu plus grande, mais il faut vraiment avoir des pinceaux adaptés à la peinture à l'huile, parce que c'est important pour qu'ils soient capables de contenir le médium avec les pigments, quoi. Il faut que ce soit adapté. Et en plus, il faut surtout garder les pinceaux en bonne santé. Moi, je dis souvent ça. En fait, il faut garder des pinceaux en bonne santé, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient souples. Il faut nettoyer vos pinceaux à chaque fois. À la fin de chaque séance, il faut les nettoyer. Il faut qu'ils gardent leur souplesse. Parce que quand votre pinceau devient dur, ça va vous faire perdre la précision du geste. Alors, un pinceau un peu dur, ça peut valoir le coup dans certains cas. On peut le garder s'il y a une intention derrière, si on a besoin que le pinceau vienne un peu racler la peinture. Si on veut que le pinceau gratte un peu la peinture, donne un effet un peu gratté, un peu gravé, j'exagère un peu dans le terme, mais un effet un peu gratté. Dans ce cas-là, oui, on peut garder ce pinceau un peu rigide, un peu dur. On peut garder ce pinceau un peu plus dur, mais généralement, il faut avoir des pinceaux les plus souples possibles et les plus propres possibles. Parce que le pinceau, si on y réfléchit bien, c'est un élément très très important, car c'est l'élément qui permet de traduire en fait l'intention du peintre sur la toile. C'est vraiment là où se fait l'interface entre la pensée du peintre, la volonté et la traduction sur le support. Et si à ce moment-là ça déraille, c'est dommage, on perd la précision, on perd l'intention du geste, on perd la souplesse du mouvement, on perd beaucoup de choses, on perd la texture. Parce que par exemple, si vous peignez avec une texture un peu liquide, avec un pinceau un peu dur, vous allez juste... ça va être une sorte de massacre en fait. Vous allez... Alors, si c'est une texture liquide, à la limite ça va, mais si c'est une texture un peu gélatineuse, un peu épaisse, mais avec le pinceau dur, vous allez tout racler, vous allez tout abîmer en fait. Alors que si vous avez un pinceau souple, vous allez déposer votre peinture de manière vraiment harmonieuse. Bon, c'est tout un sujet auquel il faut vraiment réfléchir. Et il faut pas sous-estimer ça, quoi. Il faut pas se dire, allez, j'ai investi dans des tubes de peinture, j'ai investi dans des toiles préparées, des trucs comme ça. Maintenant, je vais économiser un peu sur les pinceaux, je vais prendre des pinceaux un peu... je sais pas comment dire, mauvaise qualité, quoi. Et non, parce que vous allez voir déjà que les pinceaux de mauvaise qualité s'abîment vite et vous êtes obligé de les changer souvent. Donc, en fait, je sais pas si c'est rentable. Est-ce qu'il vaut mieux pas acheter un pinceau cher que 5 pinceaux pas chers? Parce qu'au final, vous allez voir que vous allez vous
c'est pas rentable. Et surtout, je vous conseille des poils naturels, parce que les poils synthétiques, je trouve, s'abîment plus vite. Ils s'abîment plus vite et ils s'abîment quand on les nettoie un peu avec des produits, ils résistent pas très bien. Alors, ou alors vous les nettoyez avec du savon. Savon, comme j'avais expliqué là, un savon pur, quoi. Savon naturel qui fait qu'un savon avec de la bile animale, par exemple, ou du savon de Marseille, suggestion qu'on m'a faite dans les commentaires. Oui, on peut utiliser aussi un savon de Marseille qui va faire en sorte que voilà, les poils synthétiques ne vont pas trop s'abîmer. Mais les poils naturels en général sont plus fiables et plus solides, plus durables dans le temps. Et alors, dernière erreur que je constate souvent, c'est la peur de laisser vivre la première touche. C'est-à-dire que, comment vous expliquer ça? Moi, je pense que les grands peintres, que ce soit Velázquez, Goya, Picasso, les grands peintres, étaient capables de rendre leur sujet en quelques touches. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, là de tête, si vous regardez sur les Ménines de Velázquez, le chien qui est tout en bas à droite, la tête du chien, si vous regardez bien, il n'y a pas autant de touches que ça. Il a réussi à créer une tête de chien en quelques coups de pinceau. Pour moi, c'est ça la grande peinture, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que être capable de se faire suffisamment confiance pour se dire, allez, voilà, je sais que je vais faire une touche là pour faire, je dis n'importe quoi, mais cette touche là, ça va faire une partie de la joue du chien, cette partie là, ça va faire le bas de l'œil, tac, tac, en une dizaine de touches. En gros, il a déjà sa tête de chien qui arrive, qui sort en volume et tout. Ça, c'est vraiment la quête, quoi, la quête du peintre, c'est d'arriver à faire ça. Mais avant d'arriver à faire ça, le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir faire quelque chose de bien, quelque chose de parfait. Moi, j'ai vu souvent des élèves s'acharner sur un centimètre carré, quoi. C'est-à-dire que sur un petit centimètre carré, on voit 20, 30, 40 coups de pinceau, quoi. Parce qu'on essaie de gommer les imperfections, de faire tout plat, tout propre et tout. À la fin, ça finit comme une peinture murale. Il n'y a plus de vie, quoi. Il n'y a plus rien. C'est ça le problème. Il faut vraiment faire attention. En fait, avant de poser votre coup de pinceau, il faut réfléchir. Il faut se dire, voilà, par exemple, si vous peignez un nuage et que vous constatez qu'il y a une forme, il y a une sorte de mouvement dans le nuage et parce qu'il y a du vent qui va dans cette direction-là, donc le nuage prend cette forme-là, vous allez comprendre, avant de peindre, que peut-être si vous donnez un mouvement comme ça, un mouvement un peu courbe et un peu ondulé, je sais pas, comme ça va donner déjà la forme du nuage. Et une fois que vous avez réussi cette prélecture, une fois que vous avez réussi à comprendre en avance quel mouvement vous alliez faire, ben là vous faites ce geste et on essaie de garder la touche telle quelle. C'est le but, hein, je pense, vraiment de réussir à garder la première touche. Alors c'est pas toujours possible, c'est même rarement, bon, c'est difficile, hein, quand même. Donc parfois quand c'est pas possible, c'est pas grave, on reprend bien sûr. Si la touche est ratée, on va pas laisser un truc qui est pas bon, juste pour se dire ok, je vais laisser la première touche et après, non, à la fin ça va être une cata. Mais voilà, c'était une sorte de philosophie que j'aimerais vous transmettre un petit peu, c'est essayer de garder la fraîcheur et la vie de la peinture. Et ça passe par le fait d'essayer de garder un peu la fraîcheur et la vigueur des premières touches. Il ne faut pas s'acharner sur un centimètre carré de peinture. Quand je vois des peintures, des grandes peintures dans des musées, moi ça me plaît de voir les coups de pinceau en fait. Ça me plaît de voir un grand ciel avec où on voit même la forme de la brosse, quand on voit la forme de la langue de chat et on voit que la personne a réussi à composer un ciel avec des lumières, des opacités de nuages. Tout ça fait avec des coups de pinceau. Je trouve que c'est magnifique. Et j'aime bien justement voir de la spontanéité, quoi. On peut lire le mouvement qui a été fait, plutôt que de l'acharnement à vouloir absolument tout gommer comme ça, les mouvements la volonté d'approcher la perfection et de gommer tous les mouvements comme ça, tous les coups de pinceau. Après, on tombe vraiment dans un truc... Alors ça dépend. Il y a un type de peinture, néoclassicisme. Si on parle de Jacques-Louis David, oui, bon, il y a des peintures où
c'est très léché, les transitions sont très... On voit aucun coup de pinceau quasiment. Ouais, ça c'est une autre école. Mais néanmoins, je pense que même sur ces peintures-là, le travail de David par exemple, je pense que sa touche était, à mon avis, très construite, très articulée. Donc voilà, c'est un truc auquel il faut réfléchir. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder de la peinture, c'est très important, hein, il faut se cultiver, il faut regarder la peinture qui existe, même les styles qu'on n'aime pas, il faut tout regarder ce qui s'est fait dans le passé pour comprendre. Et je vous conseille de regarder et d'essayer d'analyser ça, ce sujet de la touche. Regardez un peu des peintures de Velázquez, des peintures de Goya, de Rubens, Michel-Ange, Raphaël. Essayez de voir un peu ça, même Hodler aussi. Hodler avec un H au début, peintre suisse qui faisait des paysages essentiellement. Je vous conseille vraiment de regarder ça. Hodler, Morandi. Essayez de voir un petit peu la touche. Essayez de voir un peu le mouvement de la touche, comment elle est posée. Est-ce que ces artistes-là laissent vivre leur première touche? Ou est-ce que c'est très retouché? Est-ce que c'est très lissé? C'est un sujet qui est très intéressant. Mais en tout cas, voilà, pour résumer sur ce sujet-là, il y a une des erreurs que je voyais souvent, c'est une des erreurs que je vois souvent chez les débutants, c'est le fait de s'acharner et de ne pas avoir suffisamment confiance en soi pour laisser vivre la première touche de peinture. Dans cette vidéo, nous avons vu 5 erreurs les plus courantes chez les débutants en peinture à l'huile. Je vous prie de croire que ces erreurs sont très importantes. Elles révèlent beaucoup de choses sur notre rapport au temps. Dans une société où on veut faire vite, on veut du résultat, une espèce de culture de l'instantané. Ces erreurs-là, elles en disent beaucoup sur ça, sur notre rapport au temps, sur notre rapport à la confiance en soi aussi. Je pense que quand on fait de la peinture, il faut se faire confiance au bout d'un moment. Il faut se dire, ok, on y va. Il va y avoir des erreurs, il va y avoir des loupés. Les premières peintures vont pas être top. Il faut pas se décourager avec la première peinture en se disant, oh là là, j'ai fait une croûte, allez, c'est bon, j'arrête. Non, il faut pas se décourager. Je pense que ça a aussi un rapport avec la sincérité. Quand on fait de la peinture, il y a un rapport à la sincérité aussi. Moi, je trouve qu'il y a une forme d'honnêteté quand on peint, de laisser vivre ce qu'on a fait, quoi. C'est-à-dire on a posé des touches, on a fait un dessin. Je pense que c'est important de laisser vivre ça. Alors oui, quand on peut retoucher, on retouche, bien sûr. Mais il faut se poser la question à soi-même, en fait. Et à un moment donné, il y a une sorte de question d'honnêteté aussi. Sincérité, plutôt. Honnêteté, c'est un peu fort, mais sincérité surtout. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on veut montrer, par rapport à ce qu'on veut dire sur la peinture, on se dit, voilà, il faut se dire, allez, là on voit le coup de pinceau, mais c'est pas grave parce que ça sert, ce coup de pinceau-là m'a servi à faire ce nuage-là, ce coup de pinceau-là, on voit que ça indique une maison qui est au fond du paysage et tout ça. Et voilà, je pense qu'il faut laisser vivre ça, il faut garder un peu cette forme de sincérité par rapport à ce qu'on dit sur le support. Et concernant le coup de pinceau, Harold Speed disait « A brush stroke is the record of a moment of life ». Donc pour lui, c'était une manière d'enregistrer des moments de vie. Voilà, c'est tout pour ce sujet-là. Merci vraiment pour votre attention. Merci de regarder toutes mes vidéos et merci pour tous les commentaires que vous laissez au fur et à mesure. N'hésitez pas à liker, à partager ces vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je serai très heureux d'y répondre. Merci pour tout et travaillez bien. Si vous voulez en savoir plus sur le matériel à choisir pour apprendre la peinture à l'huile, je vous ai préparé un petit guide de démarrage gratuit dont le lien se trouve dans la description.